l'élection présidentielle est une rencontre entre un homme et son peuple. Le Cameroun a donné rendez-vous en 2025 et nous y répondons. Les électeurs ont leurs cartes, les candidats ont leur programme. Et ce soir, on vous offre une plateforme pour pouvoir justement vous rencontrer. Je suis Ivana Besseke et avec mon co-présentateur ici, nous recevons un homme qui a l'ambition de devenir le troisième président de la République du Cameroun. Bonsoir, monsieur Samuel Iran-Miodi. Bonsoir Ivana, merci de me recevoir. Avec plaisir. Le plaisir est pour nous. Mon nom est Christian Kamchouang, je suis entrepreneur et écrivain et on va essayer, lors de cet entretien, de vous découvrir, savoir qui vous êtes, ce que vous proposez et aussi connaître un peu plus sur votre parcours. Pour ce faire, on a une première partie qu'on a appelée le brise-glace. Le brise-glace constitue en fait des petites questions. Vous allez essayer d'y répondre vraiment de manière succincte, hein. On ne veut pas de grande philosophie. Ça marche. Ah, super, super. Et ensuite, on aura l'intervention des intervenants spécialistes sur 6 thématiques. Je te laisse la main pour la première question. Bien sûr, on va commencer donc avec la première question. Monsieur Samuel Iran-Miodi, déjà, premièrement, on n'a pas dit que c'est un entrepreneur, c'est aussi un ingénieur en pétrochimie C'est ça. qui est donc marié Oui. et qui a donc, comme je l'ai dit, l'ambition de devenir président. Mais on voudrait vous demander, donc, monsieur Samuel Iran-Miodi, si au soir d'octobre 2025, vous devenez président, quelle est la première chose que vous faites le lendemain de votre élection? Très simple. On aura le temps d'en parler dans la suite de l'émission. Je tiens mon engagement politique des leaders de l'UPC, parti au sein duquel ma famille a longuement milité. Donc, si je suis élu président de la République, la première des choses que je ferai, c'est que j'irai me recueillir sur la tombe du Mpodol Ruben Omiobé. C'est là que j'ai pris cet engagement-là d'aller à la course à la présidentielle. Donc, je pense que ce serait juste que j'aille lui dire que une partie des raisons pour lesquelles il a donné sa vie, lui et ses compagnons, trouvent maintenant du sens dans cette victoire à l'élection présidentielle. Ok. Alors, j'ai une deuxième question, beaucoup plus, j'allais dire terre à terre. Quel est votre joueur de foot préféré? Samuel Eto'o, sans hésitation. Je m'appelle Samuel, je me prénomme Samuel comme lui. Je suis fils de Newbel comme lui. Et donc, tout petit, quand je jouais, voilà, j'aimais bien qu'on m'appelle Samuel Eto'o. Donc, il n'y a Alors, pas d'hésitation. monsieur Samuel Iram, au premier invité, on a demandé est-ce qu'il était pour ou contre la polygamie. Mais avant, on demanderait est-ce que vous êtes pour ou contre la polyandrie? Bon, en tout cas, la polygamie. Je vais commencer par là, inscrite, je pense, dans le Code civil. Donc, les Camerounais mâles ont le droit de choisir plusieurs épouses. Tout à fait. Si les dames réclament le droit également d'avoir plusieurs époux, je pense qu'il faut le leur concéder. Personnellement, je pense que c'est un choix de chacun. Moi, je suis monogame, je suis très bien dans mon mariage monogamique. Et puis, j'encourage le maximum de personnes à l'être. Mais pour ceux qui souhaitent avoir plusieurs conjoints, je pense que le choix leur est libre. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une question sur le gouvernement, sur votre futur gouvernement. Est-ce que vous préférez un gouvernement avec des gens qui vous sont fidèles ou un gouvernement avec des gens ultra compétents? Le juste équilibre entre les deux. Et je pense que la composition du directoire du MP3 reflète un peu cela aujourd'hui. Il y a la moitié on a un directoire, le secrétariat permanent, je pense qu'on est 18. La bonne moitié, c'est les membres fondateurs du parti, donc ceux avec qui j'ai cheminé depuis les premières heures. Et puis la seconde moitié, c'est des personnes qui nous ont rejoints du fait de leurs compétences. Je pense qu'en gouvernant un pays, on a besoin un peu des deux. Il faut mettre en place pour un pays en crise comme le Cameroun rapidement une logique de performance, donc ça va nécessiter des compétences. Mais la politique est un champ d'insécurité permanente, de danger. On a besoin également d'avoir des personnes loyales. Mais je dois dire que pour le moment, je pense que j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes à la fois loyales et compétentes. Très bien. Alors, monsieur Samuel Iram-Miodi, on pense souvent, à tort ou à raison, que pour être un président, il faut être un bon élève. Quel type d'élève étiez-vous? Alors, j'ai eu deux phases. J'ai été un élève bon à l'école primaire, j'étais premier de la classe, mais je pense que la plupart d'entre nous l'étaient, donc c'était un exploit. Donc, on ne peut pas tous être premier de la classe. Bon, quand je vois le pedigree de ceux qui vont me donner la réplique aujourd'hui, je pense qu'on a des personnes extrêmement brillantes. J'ai été très bon au collège Alfred Sacker de 6e jusqu'en 3e. J'ai eu une année seconde un peu perturbée. Je pense que c'est, comme on dit, le début de la puberté. Et donc, au collège d'Iberman, sur la fin, j'étais un élève plutôt bon. Je ne vais pas dire moyen, plutôt bon. J'étais dans la première partie des élèves de la classe. À l'université, un peu moins, parce que justement, j'ai commencé à m'impliquer beaucoup dans la vie associative. Et je pense que j'ai été un peu moins concentré sur mes études. J'ai eu de bonnes notes, j'ai eu mon diplôme avec B de moyenne dans le système nord-américain, c'est pas mauvais, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Voilà. Donc j'étais un élève assez bavard, ça je dois le dire, un peu distrait d'après mes parents, mais je m'en suis sorti pas mal. Ok. Alors, une petite question. Y a-t-il un proverbe africain que vous préférez? Je ne sais pas s'il y a un proverbe africain en tant que tel. Mon père me dit souvent, et ça peut se décliner en beaucoup de choses, ce que tu ne sens pas ne fais pas.
Euh, je pense que ça donne la sagesse africaine, mais en fait, quand ma voix intérieure n'est pas alignée sur quelque chose, je ne m'engage pas. Et on va en parler, ça a été un peu le débat du directoire du MP3 en préparant cette candidature. Ce qu'il faut lui dire, une bonne partie était depuis plusieurs mois en faveur du fait que j'y aille. Et j'ai même subi beaucoup de pression. Je n'étais pas aligné du tout. Donc, ce qui fait que je me lance, je pense, un peu plus tard que je n'aurais dû. Donc, quand je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Très bien. Et si vous deviez donc dîner avec une personne, peu importe laquelle, même une personne qui est déjà décédée, qui est-ce que vous inviterez à votre table? Ouf, question complexe. Je pense qu'il y en aurait au moins deux. Mais la première personne avec laquelle j'aimerais probablement dîner, c'est mon arrière-grand-père. Le grand-père de mon père, qui était Mbok Yodi, père de regretter mémoire. Je ne l'ai pas connu du tout. Je n'ai pas connu mon grand-père d'ailleurs également, qui est mort 5 années avant ma naissance. Mais il a été le pilier d'une très grande famille, justement la famille de laquelle je tiens mon engagement. Et je pense que j'ai des questions à lui poser. J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a motivé. Il avait une conviction profonde au destin de l'Afrique et au destin du Cameroun pour un monsieur qui a grandi essentiellement, qui a vécu dans la forêt et qui n'a pas eu accès à l'éducation occidentale, je vais le dire comme ça. J'ai eu à partager avec mes cousins quelques notes de sa connaissance des enseignements sur des choses comme l'astrophysique, la physique quantique, et je me demande d'où il tenait cela. Donc, s'il y avait quelqu'un avec qui je souhaiterais discuter, ce serait sans doute. Ok. Alors, une petite question, justement, parler de métaphysique. Alors, quel message auriez-vous pour le Samuel dans 20 ans? Message Oui, pas il y a tant, non, dans 20 ans. Samuel, dans 20 ans, ou recommandation. 7 ans, à ce moment. ouais, j'en ai 37. Sage ou recommandation? C'est plus facile de parler à son passé parce qu'on sait ce qu'on a assez bien accompli, je vais dire ça comme ça. Le futur nous réserve beaucoup plus de surprises. Mais le futur réserve du conditionnel. On a encore une certaine maîtrise. Donc, Je pense que je vous dirais, sois fier de ce que tu as accompli. Sois fier de ce que tu as accompli. Très bien. Et donc, pour terminer, on va vous demander d'où vient notre engagement politique. Est-ce que pour vous, c'est une vocation ou simplement un hasard? De naissance, non, clairement pas. C'est pas un hasard. Ça, c'est sûr. Je pense que la plupart, quand j'ai annoncé que j'y allais, la plupart de mes camarades de Saker, de Liberman, dans les messages que j'ai reçus, m'ont dit que ce n'était pas une surprise pour eux. Donc, ça ne l'est certainement pas. J'ai eu deux grands-pères. L'un que je n'ai pas connu, comme je dis, il est décédé. Je suis ouvert à la naissance un 29 août, il est décédé un 29 août, mais 5 ans plus tôt, qui a perdu pratiquement tous ses frères dans la guerre du Maquis. Il était le dernier d'une très, très, très grande fratrie. Et donc, il a replié sur Douala, où mon père est né. Et il a passé sa vie à compter la peine de la douleur d'avoir perdu pratiquement tous ses aînés dans la guerre du Maquis. Donc, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, parce que mes oncles et tantes continuent d'en parler. Et le deuxième grand-parent que j'ai connu, le père de ma mère, qui a été très impliqué, un peu plus en retrait, c'était un fonctionnaire de l'État. Mais à l'époque, beaucoup de fonctionnaires de l'État étaient proches de l'UPC. Et donc, je vois un peu le double jeu. Il a été compagnon en cachette, un peu, je vais dire, d'une peau de l'Union. Il a été en retrait l'un des fondateurs du Manidem, qui a été le parti qu'on a créé quand l'UPC a dû rentrer dans la clandestinité. Et donc, depuis tout petit, les discours sur la chose politique, sur la nécessité d'indépendance du Cameroun, j'ai grandi avec. En plus, je suis fils d'un porteur de tradition. Donc, les questions de souveraineté, de construction d'une pensée africaine, d'un modèle démocratique africain, j'ai évolué avec cela. Mais je pense que c'est la vie associative qui a multiplié un peu la force de mon engagement. Et voilà, donc ça s'est construit dans le temps, mais c'est quelque chose que j'ai toujours porté en moi. Très bien. Parlant d'engagement, donc, notre deuxième rubrique, on parlera de votre vision politique pour le Cameroun, avec donc un créateur de contenu politique qui s'appelle Médiateur politique. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Des jeunes qui parlent de politique et qui sont camerounais, qui sont africains, c'est très rare. Donc déjà, félicitations pour votre travail. Merci. Ok. Donc, en première question, je vais poser la question que je suppose beaucoup d'internautes derrière leurs écrans se posent. Et vous m'excuserez si vous la prenez mal, mais je suis obligée. Allez-y. Monsieur Samuel Yam Yodi, d'où sortez-vous? Je sors du Cameroun. Je suis un Camerounais, né à Douala, originaire de deux départements, la Sanaga-Maritime par mon père, l'océan par ma mère. Comme je l'ai dit, légateur de tradition, profondément confiant à l'avenir de nos pays. Je pense que les cycles que nous sommes en train d'approcher sont favorables à l'émergence d'une nouvelle pensée pour l'Afrique, de nouveaux modèles de développement.
et que notre génération fera probablement partie de celle qui remettra l'Afrique au cœur du monde, Très pour ne pas bien. dire en pôle du monde. Donc voilà, je sors des villes camerounaises, je suis le produit de plusieurs familles camerounaises, et voilà, j'aime mon pays comme la plupart d'entre nous, et je pense que nous avons une carte à jouer cette année 2025. Alors, soit je suis trop terre à terre, soit je suis trop jeune. Mais le d'où sortez-vous en réalité n'était pas d'où venez-vous au Cameroun, c'était plutôt on vous découvre, en tout cas pour certains, lors de cette élection présidentielle. Et Oui, donc, beaucoup se demandent finalement pourquoi le monsieur il sort seulement 5 mois avant les élections. Avant ça, où est-ce qu'il était? D'où sortez-vous? je vous donnerai une sagesse africaine. Vous m'avez demandé une au tout début avant de développer un peu sur mon parcours. On enlève un enfant dans la cour commune. C'est plusieurs familles. On construit un initié dans la dépendance en arrière. L'initié sort quand il est prêt à sortir. Il sort pas à n'importe quel moment. Donc, j'ai été élevé dans la cour commune. J'ai appris un certain nombre de choses comme tout le monde à l'école courante. Mais mon parcours politique a été travaillé dans le silence parce que c'était une nécessité. Et je pense que je sors aujourd'hui au moment opportun. Je suis engagé en politique. Ceux qui disent peut-être qu'on n'a pas fait le bruit qu'il fallait comme certains, mais ceux qui ont l'impression que je sors hier, je pense que c'est une erreur d'appréciation. Je suis dans le champ politique depuis de nombreuses années. J'ai étudié au Canada, je suis rentré au Cameroun en 2011. J'ai travaillé avec l'honorable Chi, Joshua Chi, dès que je suis rentré. Ensuite, nous avons créé une association qui a été membre du collectif Stand Up for Cameroun. Je travaille avec Madame la présidente Kao Kawala. Et en 2017, j'ai rejoint le mouvement NOW. J'étais l'un des fondateurs du mouvement NOW qui a porté la candidature d'un autre candidat que vous recevrez sans doute. En 2018, j'ai été le coordonnateur de son programme politique. Et depuis, je n'ai cessé d'être présent sur la scène politique camerounaise. Je suis présent dans les médias, je suis présent sur le terrain depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, j'ai la conviction que le projet que je porte à travers le MP3 mérite d'être défendu, mérite d'être présenté aux Camerounais, mérite de solliciter leur suffrage. Et donc, c'était le bon moment pour y aller. Très bien. Vous avez mentionné, quand vous parlez de vous-même, vous parlez de votre biographie, mais c'est vrai que vous avez oublié de mentionner que vous êtes aussi écrivain. Oui. Hein, vous avez surtout parlé de vos rêves. J'aimerais savoir où vous en êtes vis-à-vis de vos rêves. Est-ce que finalement, vous attendez qu'on libère le Cameroun avant que vos rêves commencent à se réaliser? Ou vous avez déjà commencé à avancer? Parce que ça date de 2011 quand même. 2011, non, non, je pense que je dirais que je suis à mi-parcours. Au moment où j'ai couché ces rêves sur papier, bon, j'ai lancé des idées. Je ne pense pas qu'à ce moment, je pensais véritablement que je serais candidat à l'élection présidentielle. Mais j'étais convaincu que la génération à laquelle je pense nous appartenons avait un rôle fondamental à jouer dans la transformation de nos économies, de notre démocratie. Je pensais que c'était quelque chose de fondamental. Et finalement, je pense que le fait aujourd'hui de décider d'y aller par moi-même montre que j'ai pris le combat à bras-le-corps et que j'ai décidé d'être maître de mon propre destin et donc d'être acteur de la réalisation de ces rêves. Ils sont encore loin, c'était une projection sur 2060, nous sommes en 2025, donc j'ai encore 35 années pour tirer le bilan définitif. Mais je pense qu'il y a des chances aujourd'hui d'être le principal acteur de la réalisation de ces rêves et je crois que nous y parviendrons. Et avant de passer la parole à notre chroniqueur, on vous demandera qu'est-ce qui vous fait penser que vous, monsieur Samuel Ramyoli, pourriez devenir président de la République du Cameroun? Pour nombre de choses. Bon, déjà, je pense qu'il faut avoir une ambition pour soi-même. Et ça, c'est pour tout le monde, peu importe le champ dans lequel on est. J'ai choisi le champ politique. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours essayé d'être le meilleur. Je ne l'ai pas toujours été, mais en tout cas, je me suis donné les moyens. Quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Et pour rien d'autre, sinon c'est une association. Le but d'un parti politique, c'est de travailler à convaincre les citoyens de son pays de la pertinence de l'offre politique que nous portons afin qu'ils adhèrent. Et donc, le meilleur moyen de savoir si notre offre fait du sens, c'est de la mettre sur la place publique. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, déjà, l'élection est le moyen de savoir si ce que nous avons pensé pour le Camerounais correspond véritablement à leurs attentes. Ensuite, je pense que j'ai un profil singulier. Les Camerounais jugeront de s'il est meilleur ou pas par rapport aux autres. Mais vous l'avez dit, je suis un entrepreneur, je suis un consultant, je suis chef d'entreprise, je travaille dans le secteur industriel. Donc, je touche du doigt au quotidien les principales difficultés que les créateurs de richesse rencontrent au Cameroun. Qu'il s'agisse de la pression fiscale, l'absence de matières premières, le déficit énergétique, ainsi de suite. Et donc, je pense que je suis bien passé pour mener à bien les réformes qui permettront d'avoir un environnement qui soit un peu plus favorable à la création de richesses et donc à l'épanouissement des Camerounais. Donc, enfin, j'ai confiance au projet du MP3. J'ai confiance en l'équipe qui me conduit. Et je pense que beaucoup de Camerounais se reconnaîtront en moi et m'accorderont leur confiance. Très bien. D'accord. Je vous remercie pour cette opportunité. Monsieur,
Je suis un promoteur de l'intelligence collective, de la politique sous l'angle projet et voilà, de la participation et de l'engagement citoyen des jeunes. Il y a un constat, c'est que la question de la gouvernance locale est éludée par les différents candidats qui se présentent aux élections présidentielles. Et la constitution camerounaise entérine un État unitaire Décentralisé. décentralisé. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quel est le caractère que vous voudrez privilégier lors de votre mandat? Est-ce que c'est le caractère unitaire décentralisé ou fédéraliste? Si oui, quelles réformes allez-vous envisager pour la, la gouvernance locale, notamment les agents territoriaux? Quelles compétences pour les agents territoriaux? Quelles compétences pour les différentes collectivités territoriales que vous allez voilà, mettre en place dans le cadre de votre programme? Je pense que l'approche que je défends repose au moins sur deux piliers. Je l'ai dit, le premier, c'est la réalité du passé historique de l'Afrique. Et quand on regarde comment est-ce que les empires et royaumes africains ont été structurés dans le temps, le modèle qui a le plus correspondu, en tout cas celui qui a permis à certains empires de perdurer, c'était un modèle fédéral. Je pense que ça, c'est un principe de base. Les sociétés traditionnelles africaines sont organisées sur un modèle qui se rapproche plus d'un modèle fédéral parce qu'il permet justement aux citoyens, aux membres de la communauté de pouvoir être détenteurs de la prise de décision directement là où ils se trouvent. Ensuite, j'ai une approche entrepreneuriale qui veut justement qu'on libéralise au maximum et qu'on laisse chacun des citoyens au maximum être détenteur de son destin. Et donc, sur cette question-là, le projet que je défends est un projet d'organisation du territoire sur un modèle fédéral. Mais attention, avant que je me développe là-dessus, j'aimerais rappeler que de votre point de vue et du mien, la question de la forme de l'État est hautement sensible pour ne pas devoir être décidée par un seul parti politique, fut-il vainqueur à l'élection présidentielle. Donc nous, ce que nous préconisons à MP3, dès notre victoire à l'élection présidentielle, c'est d'engager tout de suite des consultations qui vont mener vers l'organisation d'une conférence nationale souveraine que nous souhaitons tenir en octobre 2026, donc un an après notre accession au pouvoir. Et de cette conférence-là va émaner un projet de constitution qui devra être adopté par le peuple camerounais via un référendum que nous entendons tenir en février 2027. Donc, pour que la question soit claire, à cette conférence-là, nous allons venir avec un projet, mais elle sera suffisamment ouverte pour que les autres forces politiques et de la société civile viennent également avec les leurs, et que pour une fois, parce que ça n'a jamais été le cas, pour une fois, le peuple camerounais décide par lui-même de comment est-ce qu'il souhaite construire, structurer et organiser son territoire. Revenant donc à ma proposition, nous sommes sur un modèle fédéral à 5 étapes. J'explique pourquoi. Je vous le dis, je vais le redire plusieurs fois dans l'émission, je suis un traditionnaliste africain et l'une des premières leçons qu'on nous apprend dans l'éducation traditionnelle, c'est d'observer la nature. Parce qu'en fait, c'est la nature qui nous dicte ce que nous avons à faire. Et en fait, il faut simplement observer le territoire camerounais et observer ses forces et ses potentialités. Et quand vous observez, vous allez tirer au moins deux constats. Le premier, c'est que nous avons à peu près 4 à 5 zones climatiques. Et on sait que généralement, c'est la zone climatique qui est le fondement de l'économie. Il ne faut pas créer des régions pour en créer, il faut qu'elles soient viables économiquement. Et le deuxième constat, c'est que nous avons 4 à 5 grandes aires culturelles au Cameroun. Et donc, sur cette base-là, nous pensons que le Cameroun doit être organisé, structuré autour de 5 États. Je n'ai pas les contours exacts parce que ça, ce sera le débat de la conférence nationale souveraine. Mais globalement, je peux en parler. Le premier État, c'est la côte, communément appelé le Grand Littoral, qui couvre donc aujourd'hui la région du littoral, probablement dans notre découpage, une partie de la région du sud-ouest et du sud. La deuxième région, c'est le Grand Ouest, principalement qui couvre aujourd'hui la région de l'ouest et du nord-ouest. Le Grand Centre, donc qui a la région du centre et de l'est, la forêt équatoriale, qui est un écosystème différent. On a le plateau de la Damawa, avec une partie de la plaine du Mam, et enfin le Sahel, donc les deux principales régions septentrionales. Ces 5 régions correspondent, comme je l'ai dit, à un climat spécifique, donc à un modèle économique particulier et à un modèle de vie culturelle particulier également. Et donc, nous pensons que sur cette base-là, nous avons 5 régions autonomes, dotées chacune d'un gouvernement et d'une assemblée locale. Nous supprimions le Sénat, dans notre sens, dans notre perception, ça ne fait aucun sens. L'Assemblée nationale suffira à avoir au sein de cette chambre les représentants des différentes régions. Nous supprimons la fonction de gouverneur telle qu'elle est structurée aujourd'hui. Il sera soit élu, soit alors ce sera un président de région.
dotons les communes de tous les outils justement qui leur permettent de supporter le développement local. Donc, c'est vraiment 3 gestionnaires décisionnels. C'est la commune qui prend les décisions concernant le développement local. C'est la région qui s'assure de tout ce qui sont les questions infrastructurelles et la coordination. Et c'est l'État central qui s'occupe des questions régaliennes. Donc la justice, la souveraineté, la monnaie, voilà, la défense. Bon, voilà, comment est-ce que nous concevons l'organisation de la nouvelle République du Cameroun en permettant aux mairies de collecter l'impôt localement D'accord. et donc de pouvoir financer les projets mineurs qui permettent d'assurer l'épanouissement des populations locales. D'accord. Ensuite, j'ai une seconde question, sans entrer dans les pièges ou quoi que ce soit. Vous êtes un fervent défenseur de notre tradition. Pourquoi pas attribuer vos compétences à nos chaufferies? Absolument. Parce que, on dit que c'est la commune qui est l'unité territoriale de base, alors qu'en réalité, la commune n'est pas notre spécificité. Ce sont les églises, les paroisses qui sont devenues les communes lors de l'histoire en France, et on a copié ce modèle-là qui n'est pas du tout notre spécificité. Quelles compétences pour les chefferies? Au moins 2 choses. La première, j'ai parlé des 5 régions. L'idée, c'est qu'au sein de ces régions, on fasse un département, enfin un découpage des départements. Il y en aura à peu près 10 à 15 par région. Et que ce découpage-là suive justement une certaine assise, j'allais dire, des différentes communautés ethno-linguistiques que nous comptons. Ça, c'est pas un travail qui peut être fait par un seul parti politique. Mais derrière, non seulement le découpage ne correspond pas à notre réalité historique, mais je pense qu'on a clochardisé nos autorités traditionnelles. Et donc, nous comptons sortir complètement de l'architecture actuelle. Nous aurons un pouvoir exécutif assumé par le chef de l'État et son gouvernement, un pouvoir législatif, comme on l'a dit, à l'échelle centrale, avec une assemblée nationale et au niveau local, les assemblées régionales, un pouvoir judiciaire avec toutes les chambres de justice et un pouvoir traditionnel. Mais comment est-ce que nous le concevons? Dans notre programme, vous le découvrirez, nous comptons implémenter ce qu'on a appelé le Haut Conseil national des cultures, au sein duquel siégeront toutes les autorités traditionnelles du premier degré. Je pense qu'il doit en avoir à peu près 300, si je ne m'abuse, au Cameroun. Avec un siège en Gangoué, je pourrais expliquer pourquoi on a choisi la ville de Gangoué. Et donc, ce pouvoir traditionnel-là serait complètement détaché de l'exécutif. Parce qu'aujourd'hui, on a des chefs traditionnels qui sont sénateurs, qui sont maires, ils assumeront pleinement leur fonction de conseiller de l'État avec un rôle consultatif qui leur permettra justement de critiquer le fonctionnement des institutions, les différentes réformes sous l'heure de nos traditions et de faire, un peu comme la Chambre des comptes, un rapport annuel, autant à l'exécutif, au judiciaire, au législatif, pour présenter les réformes et les améliorations que nous devons avoir pour quel cadre avec l'imaginaire traditionnel qui est notre héritage. Sont-ils fonctionnaires? Oui, en tout cas, nous devons avoir un statut. Je ne sais pas si fonctionnaire. Ils auront un statut et bien évidemment devront être partiellement pris en charge par le budget de l'État. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, mais je trouve que c'est justement clochardisé dans une volonté de les maintenir sur la coupe du RDPC. Et je pense que c'est ça qu'il faut les détacher complètement. Aujourd'hui, le conseil régional prévoit justement qu'il y a un minimum de sièges attribués aux autorités traditionnelles. Or, de mon point de vue, on est vraiment dans le champ politique, j'allais dire clivant et partisan. Et l'autorité traditionnelle est le père de tous ou la mère de tous. Elle doit pouvoir défendre les intérêts de tous ses enfants, peu importe le champ politique et idéologique. Et donc, nous comptons les sortir complètement du pouvoir exécutif et leur donner le pouvoir qui est le leur, c'est-à-dire la discussion sur l'arbre à palabre où on vient prendre des conseils et ensuite, libre à nous de choisir de les acteurs politiques de les implémenter ou pas. D'accord. La compétence de l'éducation, compétence régalienne, est-ce que ça appartiendrait à l'État ou c'est mixte, c'est-à-dire aux collectivités locales et à l'État? Ce sera un mix. L'État fixe les orientations générales en termes de contenu, mais de notre point de vue, bon, on va prendre l'exemple de 50 000 départements aujourd'hui, mais ils doivent être complètement réorganisés. Chaque département de la République camerounaise a des richesses intrinsèques, qu'il s'agisse des richesses agricoles ou des richesses minières. Et nous allons parler dans la partie économique de notre vision là-dessus. Il faut que le Cameroun passe d'une économie de consommation à une économie de production. Et dans ce sens-là, nous comptons décider, en collaboration avec les autorités locales, de 5 filières au maximum pour chacun des départements. 3 filières agricoles et 2 filières minières. Dans les filières minières, j'intègre le pétrole et le gaz. Et donc, chaque département sera concentré sur la transformation, la production, la distribution de ces 5 ressources-là. Et c'est vraiment un maximum. Et donc, la conséquence, c'est que le système éducatif doit être aligné sur ce système de production. Et donc, ce qu'on enseignera dans la Sanaga maritime, ce ne sera pas ce qu'on enseignera dans le MAM, ce sera pas ce qu'on enseignera dans le Mayo Sava.
Parce que chacun des modèles éducatifs régionaux devra être quelqu'un pour fournir de la ressource humaine compétente à un secteur particulier de l'économie. Donc, l'État central fixe les grands, mais les contenus sont adaptés aux richesses locales et sont définis par les régions. Étant donné que chaque collectivité a sa spécificité et que c'est l'État qui fixe les schémas nationaux de développement, qui va rédiger ou qui va proposer des plans pour chaque région. Non, c'est toi qui dis que c'est défini au niveau de l'État central. C'est très clair. C'est-à-dire que la politique de développement, je vais prendre des exemples très concrets, hein, la politique de développement et donc de formation dans le domaine des mines est définie par l'État central, celle dans le domaine de l'agriculture, celle dans le domaine des infrastructures, et ainsi de suite. Et donc, ce que la région fait, c'est qu'elle prend ce contenu-là, ces orientations, et regarde ce qu'elle a. Et regarde ce qu'elle a. Il y a des régions où ça ne fait pas de sens. Je prendrai peut-être le département de la Vina, qui a des bureaux. Et donc, ça fait du sens de développer des programmes de formation dans l'hydroélectricité. Vous n'allez pas le faire dans le Mayo-Kani. Ça ne fait aucun sens. Donc, le contenu sera déployé et développé de manière spécifique en fonction des richesses locales. Mais l'élaboration des programmes revient à l'État central parce que c'est l'État qui est porteur de la politique de développement national. Très bien. Monsieur Hiram Samuel Liodi, votre programme donc s'intitule 12 clés pour libérer le Cameroun. Et nous avez donc écrit, comme on l'a dit, mes rêves de jeunes pour le Cameroun des 50 prochaines années. Alors on vous demandera de quoi, selon vous, faut-il libérer le Cameroun? Au moins de deux choses. Au moins de deux choses. La première, c'est du nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est un peu nous tous, parce qu'il y a deux volets là-dedans, de notre propre peur. De notre peur à nous engager, à prendre en main notre destin. On entend vulgairement le Camerounais dire: je veux voir mes enfants grandir. Il faut qu'on sorte de ce schéma de peur, il faut qu'on se libère. Mais on est aussi dans cette situation parce qu'il y a des personnes qui sont responsables de cet emprisonnement-là. Il faut se libérer d'elles. Les richesses du Cameroun, on en a parlé, sont essentiellement entre les mains d'un petit groupe de dirigeants, principalement des dirigeants politiques, qui ont pris notre État en otage ou qui utilisent l'argent des Camerounais pour améliorer leur confort personnel plutôt que de servir. On a tendance à oublier que ministre, ça veut d'abord dire serviteur. Et donc, il faut se libérer de ce pouvoir autoritaire qui pille les ressources du Cameroun, premièrement. Il faut se libérer de notre propre peur. Il faut se libérer de toutes les chaînes, j'allais dire internationales, qui nous ont enfermés dans des schémas de pensée, d'action qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on doit être et qui ne nous permettent pas j'allais dire, de mettre le Cameroun à la hauteur de son potentiel. Donc voilà, c'est les trois niveaux de libération que nous comptons construire à travers ce programme-là. Très bien. Donc c'était une question donc, qui va nous amener au sa deuxième partie qui est gouvernance et réforme. On va laisser notre invité nous laisser pour que le suivant puisse entrer. Donc, gouvernance et réforme. On va donc se demander dans un Cameroun gouverné par Hiram. On va l'imaginer. On va imaginer un Cameroun gouverné par Hiram et on se demandera donc, première question, dans un Cameroun gouverné par Hiram, pendant combien de temps peut-on occuper le fauteuil présidentiel? Deux mandats maximum. Une année. Voilà, j'allais dire là, ça fait partie encore d'une question qui sera soumise à la conférence nationale souveraine. Très personnellement, je suis en faveur de 2 mandats de 5 ans. Et ça, c'est ma vision personnelle. Mais je pense que même au sein de notre appareil, le MP3, nous avons un clivage là-dessus. Il y a une partie qui estime que les délais de mise en place des réformes, surtout avec l'état dans lequel notre pays se trouve, 2 mandats de 5 ans sont limitatifs. Et pour quelle raison? Parce que la première année, vous vous acclimatez. Et la dernière année, vous êtes en campagne pour vous faire réélire. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne travaillez que sur 3 ans. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir faire un deuxième mandat, ça veut dire qu'en fait, vous avez fait 3 années de gouvernance. Or, sur un mandat de 7 années, en considérant exactement les mêmes contraintes, vous aurez eu 5 années pleines de travail et en 5 années, on peut obtenir des résultats. Donc, personnellement, je suis 5 ans, mais je ne suis pas du tout fermé à ceux qui pensent qu'il faudrait qu'on aille sur 2 mandats de 7 ans. Mais dans tous les cas, ce sera limité à 2 mandats. Dans un Cameroun non gouverné par Hiram, quelle est la place de la femme? Au cœur de la société, je reviens encore sur la tradition. On parle beaucoup des traditions africaines patriarcales. Je pense que c'est une erreur. La tradition africaine est matriarcale. Et je prendrai une image pour ceux qui sont un peu amoureux de l'Égypte antique. Il est impossible, ou il aurait été impossible d'avoir la résurrection du corps d'Osiris sans que Isis n'ait fait le job. Je vais dire ça comme ça. Donc, et c'est ce que moi-même je demande, je suis Bassa de la Sanaga maritime. On sait le rôle chez nous, et je vais prendre une image, mais je pense que c'est un peu la même chose, c'est toutes les traditions manteaux, que le rite du Koko, qui est le rite qui est porté par les femmes, représente dans la conduction ou le règne du Mombok. Et pourtant, où sont les femmes? Où sont les femmes? Et je pense que les difficultés que nous avons aujourd'hui sont justement d'avoir perdu le pilier féminin. On gouverne avec les deux types d'énergie-là.
Et donc, il faut rapidement qu'on trouve les leviers pour ramener nos sœurs, nos mères au cœur de la construction de notre aventure nationale. Nous avons un certain nombre de réformes. Moi-même, je veux le dire clairement, ne me satisfont pas totalement. Il faut un travail de terrain là-dessus. Nous pensons par exemple qu'il faut adopter des quotas de représentation des femmes à l'Assemblée nationale. C'est quand même la chambre du peuple. Nous pensons qu'il faut un quota minimum de 40% et donc il faudra que ce soit appliqué sur les listes qui vont concourir aux élections législatives. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter uniquement avec des questions de quotas. Et donc, il faut transformer complètement le modèle éducatif, parce que c'est de là que tout part. Il faut transformer complètement le modèle éducatif et son contenu pour qu'on comprenne très tôt quel est le rôle d'une femme dans la solidification d'une société africaine. Dans un gouvernement justement dirigé par Hiram, euh, quelle sera justement la place de la corruption? Alors, juste pour vous dire une petite citation, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, qui m'a dit, mais de toute façon, la corruption, c'est une forme de TVA. Donc, j'aimerais juste un peu comprendre un peu. On a parlé du ruissellement il y a quelque temps sur le plateau média. Ouais. Alors, oui, et je crois que c'est fondamental de poser cette question en premier sur la question de gouvernance, parce que le problème que l'on a, c'est comment est-ce on récolte, comment est-ce qu'on collecte l'impôt des Camerounais, comment est-ce qu'il est alloué et redistribué. C'est la question centrale. Le Cameroun n'est pas un pays fondamentalement pauvre. C'est l'utilisation de notre richesse nationale qui pose problème. Et donc, aujourd'hui, on a un budget à peu près de 7 200 milliards. Je pense qu'il va augmenter encore pour l'année 2026, surtout avec l'alignement des élections qu'on va avoir. Et de notre point de vue, en l'étudiant, nous sommes capables de réaliser, je vais d'abord parler de la question de l'économie budgétaire puis celle de la corruption, nous sommes capables de réaliser une économie d'à peu près 1200 milliards par année. Par année. Quand je dis économie, c'est la réduction du train de vie de l'État qui permet d'avoir une partie de ces ressources-là qui sont allouées sur les projets infrastructurels. Et donc, ça demande un minimum de transparence et de lutte contre la corruption. La première des choses que nous ferons pour y parvenir, ce sera d'avoir une reddition des comptes immédiate. Dès mon arrivée à la tête de l'État au mois d'octobre 2025, nous allons convoquer la Cour des comptes pour obtenir les rapports annuels sur les 5 dernières années et prendre les mesures qui s'imposent. Un audit, quoi. Enfin, les audits sont disponibles. Les rapports sont disponibles également, mais il faudra prendre des mesures coercitives. Donc, je pense qu'il y a malheureusement un certain nombre de nos responsables publics qui devront rendre des comptes et que dans l'architecture qui va suivre, nous allons mettre en place une autorité de lutte contre la corruption qui sera pas seulement dotée des pouvoirs de contrôle et de poursuite, mais également des pouvoirs pour récupérer les fonds, parce que c'est cela le plus important. Et donc, comme je l'ai dit, nous allons travailler à avoir une architecture de contrôle, j'allais dire quasi permanente, qui s'assure que les fonds publics et l'argent des Camerounais est vraiment géré avec parcimonie. Très bien. Si nous parlons de corruption, on pourra parler d'économie aussi. Sans parler d'économie, on parle aussi finalement du travail. Quelles sont les mesures qu'on mettra en place pour réduire le chômage, notamment le chômage des jeunes? Parce qu'effectivement, beaucoup de Camerounais, dont vous-même, malheureusement, partent à l'étranger, notamment au Canada, qui est devenu aujourd'hui l'Eldorado. Eldorado, Beaucoup de Camerounais, lorsque vous serez président, ce que je vous souhaite, qu'est-ce que vous ferez pour que ces jeunes-là ne puissent plus partir et qu'ils restent au Cameroun pour travailler? Ça, c'est un problème profond. Et je pense qu'il ne faut pas vendre un rêve au Camerounais, on ne pourra pas le résoudre en un mandat. J'explique pourquoi. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le chômage. Le chômage, ça veut dire qu'on a des personnes qui ont des compétences et qui ne réussissent pas à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Donc, vous avez au moins deux problèmes. Le premier problème que vous avez, c'est, comme je l'ai dit, on a une économie de consommation et on n'a pas une économie de production. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas suffisamment d'industrie pour créer des activités génératrices d'emplois. C'est le premier problème que nous avons. Et le deuxième que nous avons, c'est que la qualité des formations n'est pas du tout alignée sur le besoin du marché de l'emploi. Dans ce sens, nous allons prendre 2 ou 3 mesures immédiates. La première, c'est que nous allons interdire immédiatement, et ça c'est vraiment dès le mois d'octobre 2025, l'exportation des matières premières agricoles et minières sans première transformation locale. L'objectif est, comme je l'ai dit, chacun de nos 58 départements aura 5 filières de production agroalimentaire, minière, énergétique. L'objectif sera de doter chacun de nos départements d'un pôle de croissance agro-industrielle qui va donc permettre d'employer localement nos enfants. Alors ça, c'est un message très fort. Je me permets juste de vous couper parce que ça attire mon attention quand j'ai lu ces 12 clés. Donc, est-ce qu'on a le droit de parler d'industrialisation sans parler de nationalisation? Parce que quand vous en parlez, j'ai l'impression qu'il y a un vent qui va arriver et puis tout d'un coup, on va pouvoir transformer l'économie, transformer nos matières premières
Comment ça va se passer? Comment vous le voyez? Est-ce que ça sera... Je deviens dans le cadre, non, l'État n'a pas vocation. L'État a pour vocation, de mon point de vue, hein, à mettre en place l'architecture qui permet de réguler l'activité économique. Mais effectivement, pour un pays en difficulté, l'État doit prendre un peu plus de part dans les entreprises nationales stratégiques. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des partenariats publics-privés. Quand on voit la situation de nos principales entreprises publiques, Cameco et tous les autres, on se rend bien compte qu'il y a une nécessité pour nous d'intégrer dans le capital des partenaires stratégiques, idéalement camerounais, Ok. si on a tout le monde panafricain. Voilà. Donc, mais la première décision est d'abord une décision politique. C'est un choix. Et nous avons une décision qui est de dire le Cameroun a toutes les ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles, pour être un pays industrialisé. Et c'est la première réponse à la question de l'emploi. Parce que l'auto-emploi qu'on chante au Camerounais tous les jours, il faut bien que votre auto-emploi vienne répondre à un besoin qui est identifié. Et donc, comme je dis, le deuxième levier, c'est la formation. C'est la formation. Le Cameroun forme encore trop, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années en proportion, trop de littéraires, je vais les appeler comme ça, par rapport aux métiers techniques. Et donc, un pays qui a besoin de se développer a besoin d'ingénieurs, a besoin de gestionnaires de la qualité, a besoin de techniciens spécialisés. Et donc, on revient à ce que j'ai dit sur l'architecture par rapport au département. Chacun des départements étant doté d'un pôle agro-industriel, parallèlement, sera doté d'écoles de formation à tous les niveaux. Pour nous, en considérant la réalité du panier de la ménagère, beaucoup de nos enfants ne vont pas à l'université parce que les parents n'ont pas les moyens de payer les études universitaires. Ça veut dire que nous devons avoir un système éducatif qui permette à un enfant de 18 ans de posséder des compétences qui sont utiles à l'économie et utiles au marché de l'emploi. Donc, il faut réformer complètement le contenu de nos enseignements et donc permettre que le bac, ce qu'on appelle le bac, soit véritablement un diplôme technique dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans les mines, de techniciens énergétiques, ainsi de suite, dans la localité qui a vu grandir ces enfants. Et je pense que indirectement, ça permettra également de résoudre le problème d'exode rural qui engorge fortement nos principales villes de la Yaoundé. Avant de passer la parole à notre chroniqueur, je vais vous demander, mais si tout le monde devient technicien, ou je ne sais pas comment je vais dire ça, enfin, on a quand même besoin de littéraires quelque part. Qu'est-ce que... Non, non. Non, non, soyez rassurés, je le dis qu'il faut inverser le ratio. D'accord. Et je pense que on vit dans des époques, et vous l'avez dit, moi j'ai rédigé un ouvrage qui s'intitule Les rêves de jeunes de Cameroun pour les 50 prochaines années, donc en 2010, qui avait pour horizon 2060, parce que j'estime qu'en 2060, je devrais être sorti du champ politique. J'aurais, je crois, 73 ans. Mais je devrais être sorti du champ politique parce qu'il faudra laisser la place aux autres. Vous savez, c'est enregistré. Si j'ai la chance, non, j'assume pas mes propos, si j'ai la chance que Dieu me prête suffisamment de vie. Et donc, on est obligé de réfléchir par rapport à l'époque dans laquelle nous évoluons. Pour les 25 prochaines années, nous avons principalement besoin de métiers techniques. Ça ne veut pas dire que les métiers littéraires sont inutiles, ça veut dire qu'il faut inverser la balance. Il nous faut plus d'écoles techniques, plus d'écoles de formation d'ingénieurs, et les métiers techniques ont toujours besoin de services pour les accompagner. Donc, on ne va pas négliger l'apport du marketing, de la communication, du contrôle, de l'audit. Mais voilà. Mais pour véritablement mettre sur la voie du développement, je pense qu'il faut inverser complètement le ratio d'ingénieurs et de techniciens que le Cameroun font. Très bien. On va donc introduire notre prochain chroniqueur qui se prénomme Olivier. Olivier. Entrepreneur, oui. Ok. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, merci pour vos idées, pour la puissance des idées que vous êtes en train de distribuer. Moi, je suis fondateur d'une plateforme qui est Tafé au pays et nous essayons en fait d'explorer en fait les conditions du travail en Afrique. Alors, pas qu'au Cameroun, mais en Afrique en général. Alors, vous avez une panoplie en fait d'idées qui concernent en fait le travail, parce que vous voulez que le Cameroun sorte de l'économie de consommation vers une économie de production. Donc, ça veut dire création de la plus-value. C'est ça, local. Et on sait qu'en termes de création de la plus-value, on sait que ce n'est pas l'entreprise qui crée la plus-value, mais que c'est l'humain, donc que c'est la force de travail. Donc, je vais explorer avec vous ici un peu quelques questions sur la force de travail. Donc, nous savons que le Cameroun regorge en fait d'une force de travail exceptionnelle par sa jeunesse. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut que le travail paye. Lorsque quelqu'un travaille, il faut que son travail paye. Donc, je vais d'abord aborder avec vous la question du salaire minimal. C'est-à-dire que, est-ce que dans vos petits papiers, là, vous pouvez nous sortir en fait le salaire minimal au Cameroun et après, nous donner un peu les critères de réévaluation de ce salaire minimal. On sait par exemple que ici, pour le cas de la France, en fait, il y a le SMIC, mais on sait qu'il y a tout un organisme qui se réunit chaque année en fait pour revaloriser le SMIC parce qu'il doit être indexé en fait aux conditions de vie en fait de la nation et la chérité de la vie.
Donc, d'abord sur le salaire minimum. Au salaire minimum au Cameroun de 36 000 ou 37 000 francs CFA, qui ne permet à aucun Camerounais d'avoir une vie, de préserver un minimum sa dignité humaine. J'ai la chance d'être un chef d'entreprise. C'est pas toujours évident de prendre cette décision-là. Moi-même, j'ai des employés, je gère une industrie agroalimentaire et à la fin du mois, il y a des salaires qui me sont pénibles à payer. Parce que Dans quel sens, oui? pour la valeur, le montant du salaire, parce que je sais quelles sont les charges derrière. Donc, j'ai eu la chance d'avoir, pour ma part, mais ce n'est pas tous les Camerounais qui ont des actionnaires suffisamment compréhensifs pour qu'on relève un tout petit peu et dont dans l'entreprise que je gère, aucun salarié n'a moins de 100 000 francs CFA le mois, y compris les agents de sécurité. Mais ce n'est pas toujours suffisant. D'après mon évaluation personnelle, et là, mon équipe me tapera sur la tête si je donne un chiffre. Après mon évaluation personnelle, il faudra remonter, on appelle ça salaire, je ne sais pas si c'est un revenu universel minimum qu'il faudrait plutôt adopter, mais en tout cas, un salaire minimal de 70 000. Voilà, je paye plus, donc je pense que c'est le minimum acceptable, surtout dans nos villes. Mais pour cela, il y a toute une étude à faire. Parce qu'il faut que je puisse vous expliquer derrière où est-ce que je prends les ressources pour financer ce salaire-là. Et c'est pour ça que je dis que mon équipe me tapera dessus parce qu'ils sont encore en travail. Mais je pense qu'on ira. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là? Ouais, C'était ma question. revenons sur l'économie de 1200 milliards dont j'ai parlé. Voilà. Nous avons. C'est deux questions différentes. La question de l'économie, c'est un pan. La première question, c'est une question de fiscalité. Il faut pouvoir alléger le poids fiscal sur les entreprises pour qu'ils aient les moyens de relever le niveau de salaire des employés. Et donc, pour alléger le poids fiscal, il faut qu'on récupère les recettes quelque part. Et c'est pour ça que nous allons vers une diminution du train de vie pour combler le gap des recettes qu'on va collecter au niveau des entreprises. Évaluation simple, hein, vraiment, je le dis humainement simple. Et elle est extrêmement limite. Vous vivez dans la ville de Douala, vous habitez dans un quartier, j'allais dire, où les Camerounais se débrouillent. Le loyer minimum que vous payez, c'est 20 000 francs CFA. Je dis c'est le minimum, parce qu'en dessous, j'estime que c'est même pas un logement décent. Vous avez des charges d'électricité d'à peu près 5 000. Minimum, une fois de plus, nous sommes à 25 000. Vous devez rationner votre famille pour un chef d'entreprise pour au moins, et vraiment au moins, 5 000 francs par semaine. Donc, nous sommes encore à 20 De famille ou chef d'entreprise? Le chef de famille qui doit rationner, donner nos montants pour le marché à son épouse, c'est au moins 5 000 par semaine. Donc, 4 semaines dans le mois, vous êtes à 20 000. Vous voyez qu'on est à 55 000 pratiquement, 45, 50 000. Et donc, ensuite, il faut pouvoir, si on a des enfants, leur donner, comme on dit au quartier, l'argent des beignets pour qu'ils aillent à l'école. Donc, ce salaire de 70 000, Ça, c'est le besoin que vous estimez. aucune épargne derrière, vous avez du mal à tenir les fins du mois. Mais je pense que faire une annonce au-delà de ce chiffre, c'est vendre un SMIC que l'État ne sera pas capable de financer. Ok. Et est-ce que vous avez derrière en fait un système, du moins des projections, qui permettent en fait de pas tous vos calculs de dire la première année on sera 70 000, la deuxième année, la troisième année, tout ça. Là, je me projette, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le Cameroun a un mandat de 7 années, donc je pense que je me projette sur les 7 prochaines années. Et que si on peut déjà doubler le SMIC, parce que c'est ça, pour les 7 prochaines années, je pense que ce sera un effort considérable. Si j'ai la chance d'être élu, en tout cas, je travaillerai pour, et que je reviens vers vous dans 6 années pour faire la campagne pour le deuxième mandat, avec les différentes poches d'économie qu'on aura pu identifier, peut-être que je reviendrai avec un chiffre plus important. Mais je pense qu'on est des hommes politiques, nous devons également être des hommes responsables. On ne doit pas annoncer des chiffres juste pour avoir de l'adhésion autour de nos projets. Il faut qu'on soit sûr de notre capacité à financer ces réformes. Ok, très bien. Alors, je vous pose la question de savoir qu'en est-il en fait des remplaçants? Parce que vous êtes chef d'entreprise, vous savez que lorsque vous avez un employé aujourd'hui, il est important pour vous de savoir en fait que sur le marché, lorsque un employé partira en retraite, je ne peux pas parler en fait d'autres conditions d'un employé à ce départ, il faut avoir des remplaçants. Donc, quelque part, en fait, il faille en fait qu'il y ait une personne en fait qui s'occupe des remplaçants. Alors, si ce n'est pas l'entreprise, de par le salaire que le salarié lui-même obtient, c'est l'État. Est-ce que c'est l'État? Et si c'est l'État, qu'est-ce que vous mettrez en place pour pouvoir en fait soutenir les remplaçants? C'est que dans certains pays, l'État va donner des subventions à la famille. Je vais donner le cas par exemple de la France, on sait qu'il y a la CAF, qui m'avait dit soutenir les familles. Pourquoi derrière? Parce qu'on sait que l'économie a besoin de remplaçants. Bon, pour être très clair et que je comprenne le fonctionnement de la CAF, l'État soutient les familles des remplaçants ou des remplacés. Soit clair. L'État soutient les familles qui n'ont pas assez de moyens parce que l'État sait de toute façon en fait qu'on aura besoin de toujours de ressources humaines en fait sur le marché.
Alors, moi, je pense que de mon point de vue, hein, c'est vrai qu'il faut que je trouve le bon milieu. Je suis social-libéral entre les deux. Mais c'est une fonction qui, pour moi, doit dévoluer à l'entreprise. Comme je l'ai dit, si nous avons déjà un État qui a une très forte fragilité budgétaire, si nous devons accomplir en cette année des réformes structurelles majeures et que tout ça repose sur le poids des entreprises, enfin de l'État, ça va être compliqué. Ce que l'État doit faire, c'est d'alléger le poids fiscal sur les entreprises pour leur permettre de réinvestir dans la formation et l'encadrement de la ressource humaine. Donc, les salaires, on en a parlé, et là, vous parlez de la question des remplaçants. Les techniques sont très différentes d'une entreprise à une autre, hein. Comme je dis, moi, je suis dans le cadre d'une entreprise industrielle, j'ai 60 employés, 45 qui sont permanents, donc avec un salaire, et puis 15 temporaires, que l'on prend en fonction de la rotation de la chaîne de production qui s'aligne elle-même sur la demande du marché. Et puis, chaque chef d'entreprise doit mettre en place, un programme de formation, deux, un programme de remplacement de sa ressource humaine. Nous accueillons des stagiaires, comme la plupart des entreprises industrielles au Cameroun, à la fin de leur cycle de formation. Nous les dotons en compétences pour qu'ils n'attendent pas d'avoir terminé leur licence ou leur master pour chercher la première expérience professionnelle. Donc, je pense que pour moi, ça relève vraiment d'une responsabilité du secteur privé. L'État doit jouer un rôle de régulateur et d'encadrement, mais ce n'est pas à l'État, de mon point de vue, de supporter en direct, en tout cas, en direct, tant la question des salaires que la question de la gestion des remplaçants. Ok, très bien, très bien. Alors, je crois que... Ce sera la dernière réponse. Si tu en as une, mais si elle est... J'espère qu'elle est Bref, courte. elle est Oui. très brève. Alors, je veux parler de l'inadéquation en fait entre formation et monde professionnel. Aujourd'hui, au Cameroun, je vais rentrer dans le concret. Les entreprises sont substituées en fait aux formateurs. Vous avez dit que les jeunes sortent en fait de l'école, ils n'ont pas la formation qu'il Exactement. faut, et les entreprises se retrouvent en train de former ces jeunes-là. Mais sauf qu'il n'y a peut-être pas le cadre juridique pour faire en sorte que quand j'ai fini de former un jeune, je puisse en fait rentrer, je puisse être rentable, récupérer en fait tout mon investissement parce que le jeune, tout de suite, il se bat et il part vers une entreprise qui va lui proposer un salaire plus important. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que moi, je pense qu'une entreprise, quand elle va sur le marché de l'emploi, c'est pas pour chercher quelqu'un à former, Tout à fait. c'est aller chercher en fait une ressource qui va l'aider en fait à faire de la transformation. Qu'est-ce que vous mettez en place en fait à ce niveau? Au moins, deux choses. Bon, l'entreprise, elle, c'est de sa responsabilité, hein. Moi, je suis un produit du secteur pétrolier. Et dans le secteur pétrolier, nous avons ce qu'on appelle les contrats de fidélité. Donc, quand une entreprise, et je pense que la plupart, en tout cas des parents de ma génération qui ont été dans ce secteur-là, qui ont fait l'École nationale supérieure polytechnique à Yaoundé, qui ont été envoyés en formation par l'État, qui sont tous les cadres qu'on a eu au niveau de la SNH, la SCDP et toutes les entreprises pétrolières, quand ils rentraient au niveau du Cameroun, ils avaient l'obligation de travailler pour l'entreprise qu'ils avaient formée pendant au moins 5 ans. Donc, si le chef d'entreprise lui-même ne couvre pas ce risque-là, je ne vais pas dire que c'est un mauvais manager, mais il n'est pas suffisamment apprécié des risques de la situation. Mais ce que l'État peut faire, c'est justement dans le cadre des programmes de formation-emploi, on en parle beaucoup. Je pense que le Fonds national de l'emploi essaie de mettre en place une dynamique là-dessus, mais elle n'a pas de sens ou d'impact financier pour le chef d'entreprise. Et là, c'est là qu'il y a un problème. Et ça fait partie des mesures dont je parle en termes d'allègement fiscal. Si on a une entreprise industrielle ou autre, ou commerciale diverse qui décide de prendre une dizaine de jeunes diplômés et de les former pendant 10 années, enfin pendant une année, ça a un coût pour cette entreprise-là. Il faut qu'on soit capable d'avoir un impact en termes d'allègement fiscal derrière. Là encore, je préfère être franc, je n'ai pas de chiffres à vous donner sur la question, mais ce serait la logique que nous avons. C'est vraiment d'avoir un programme d'accompagnement, formation, emploi qui se traduise en réforme ou en allègement fiscal pour les entreprises à la fin de l'année. Donc, vous déclarez le nombre de personnes que vous avez formées, vous déclarez le salaire que vous avez versé parce qu'en fait, vous le payez pour les former. C'est une double charge. Ouais. C'est une double charge. Et donc, derrière, nous allons affecter un pourcentage de remise fiscale qui permet qu'au moment de faire votre déclaration, votre DSF à la fin de l'année, que ça puisse être déduit, voilà, considéré comme une double charge, en fait, être déduit du montant que vous aurez payé. Merci pour cet échange. Je vous en prie. On ne peut donc pas clore cette partie économie sans parler d'une question essentielle qui est le franc CFA. Ouais, Ça, je sais pas, c'est une question économique que me souvient un peu, mais bon, C'est un peu des deux. Alors, nous sommes donc à une ère ou à une époque où la jeunesse africaine rejette les relations franco-africaines ou france-africaines et on dénonce ce néocolonialisme, tout simplement. Et non seulement actuellement vous êtes en France pour une tournée, est-ce que ce ne sera pas mal perçu par vos militants, vos sympathisants? Et à côté de ça, qu'est-ce que vous pensez du français? J'ai lu quelques commentaires, effectivement, depuis hier sur mes réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un peu de tous les avis. Et puis, quand on décide d'être président, candidat à la présidence de la République, on se soumet à la sanction populaire. Il faut faire avec. Je suis venu en France pour voir des Camerounais qui vivent en France. La première communauté de Camerounais hors du continent africain, c'est quand même la communauté camerounaise de France. Et je pense que la diaspora, de manière générale, on en parlera sans doute encore un peu tout à l'heure, a un rôle prépondérant à jouer dans la transformation de leurs économies.
c'est un réservoir d'intelligence, de compétences. Il faut venir discuter avec ces Camerounais-là pour savoir ce qu'ils peuvent apporter dans notre programme de transformation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous séjournons en France, ma délégation et moi, pour quelques jours. Alors, juste pour signaler à nos auditeurs, hein, on a bien lu vos 12 clés. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a choqué sur le franc CFA, Ouais. c'est votre position. C'est un adverbe, hein, c'est un adverbe immédiatement. Il faut rappeler que c'est un processus, mais il faut prendre une première décision immédiate. La première décision que nous prenons dès notre élection en octobre 2025, c'est que nous dénonçons les accords de coopération qui ont donné naissance au franc CFA. Ça, c'est immédiat. Ok. Ensuite, nous sommes dans une communauté économique régionale où il est pour le moment impossible de prendre une décision tout seul. Ça veut dire que nous engageons dans l'immédiat une discussion avec nos pays avoisinants, le Tchad, la RCA, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, pour réfléchir au processus de transformation de la monnaie que nous utilisons actuellement. Et quand je parle de processus de transformation, c'est 4 ou 5 points. Le nom, il faut le changer. On ne peut pas continuer d'avoir un franc des colonies françaises d'Afrique, même si le nom a évolué dans le temps. La question de sa parité fixe à l'euro, c'était le franc français, c'est l'euro aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudra pas plutôt un adossement ou un adossage sur un panier de devises? C'est à nous de prendre la décision là-dessus. La question de l'impression de nos billets. Un pays souverain qui fait imprimer sa monnaie par un autre pays, ou encore du fait que des pays étrangers, la France en particulier, siège au conseil d'administration de notre banque centrale avec un droit de veto. Ça également, c'est une réforme qu'il va falloir faire sauter. Donc ça, c'est une série de réformes que nous allons prendre immédiatement, mais avec pour objectif qu'avant la fin de nos mandats, on ait 2 options. La première, c'est que nos pays frères et amis nous aient suivis dans cette dynamique-là et donc que nous puissions adopter une monnaie économique régionale. La deuxième, s'ils ne nous ont pas suivis, c'est d'avoir le courage de créer notre propre monnaie. Et je pense que d'autres économies, on me dit souvent ça, il y aura des risques de stabilité. D'autres économies africaines ont fait ce choix-là. Et je pense qu'elles ne se portent pas forcément moins bien que la nôtre. Donc, pour être très clair, je ne suis pas je milite pour les intérêts des peuples africains. Je ne milite pas contre les intérêts des autres peuples. Donc, je n'ai pas une obsession en particulier à être spécifiquement contre la France. J'ai une obsession à être pour les droits des Camerounais. Et j'estime que le système que la France a mis en œuvre jusque-là est un système qui ne favorise pas le développement de notre économie et l'épanouissement de nos populations. Et dans ce sens-là, il faut sortir du franc CFA. On doit redéfinir les relations avec nos différents partenaires. Si la France revient sur la table avec de meilleures offres que les autres pays avec qui nous travaillons, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, pourquoi pas? On regardera de quelle manière on pourra continuer à avoir des relations, j'allais dire, économiques gagnant-gagnant. Et justement, vous parliez de diaspora que vous êtes venu rencontrer. Dans votre programme, qu'est-ce que vous proposez pour la diaspora justement camerounaise? Au moins 2 éléments. Il y en a quelques-uns, mais au moins deux immédiats. Depuis 2004, il me semble, le président de la République, ça fait plus de 20 ans, a eu des promesses verbales de consacrer la double nationalité. Je pense qu'à chacun de ces déplacements à la rencontre des Camerounais de l'étranger, cette demande est réitérée. Ce n'est toujours pas fait. Donc, le code de nationalité de 68 correspond à un schéma précis. Nous sortions, en fait, on n'était pas vraiment sortis. On venait d'avoir accès à l'indépendance. La plupart des Camerounais qui avaient le temps dur envers le régime s'étaient réfugiés en France en particulier. Et donc, la diaspora était considérée, enfin, l'étranger était considéré comme une sorte de bastion des ennemis de la nation. Et donc, pour mieux pouvoir contrôler mes flux de personnes, le président Aïdjo avait pris cette décision-là que tout Camerounais majeur ayant acquis une autre nationalité perd de fait la nationalité camerounaise. Je pense que ça ne correspond pas au contexte d'aujourd'hui. Un Camerounais vivant à l'étranger qui envoie par mois 50-100 000 francs pour sa famille au Cameroun, pourquoi est-ce qu'il doit encore payer des frais de visa de 150-200 euros pour venir en visite à sa famille? Ça ne fait aucun sens. La diaspora camerounaise, c'est plus de 360 milliards, je pense que c'était il y a 2 ans, 360 milliards d'envois de fonds vers le Cameroun. C'est pas rien, c'est 5% de notre budget annuel. Ça mérite quand même d'avoir une certaine considération. Et donc, au-delà de la question de la double nationalité, nous allons mettre en place une agence d'appui aux investissements des Camerounais de l'étranger pour qu'une partie de ces fonds-là soit redirigée vers le financement des infrastructures publiques. Voilà. Donc, voilà ce que nous proposons. Et nous, pour la- le problème justement de la nationalité en Afrique, on va aller globalement, c'est que les pays qui l'acceptent, comme la Côte d'Ivoire par exemple, on peut être ivoirien et français. On est ivoirien et français jusqu'au jour où on décide de devenir candidat à l'élection présidentielle, qu'on fait à Tidiane Cham. Donc, est-ce que ce sera la même chose au Cameroun et qu'on permettra aux Camerounais binationaux de pouvoir prétendre être Ouais, président? merci de me poser cette question. C'est vrai que sur un manifeste, nous avons voulu le manifeste du MP3 Digeste.
Donc, c'est une page recto verso, au moins pour placer nos idées dans le débat public. Ça ne nous permettait pas de développer certains détails importants. Euh, la double nationalité, enfin, certains dirigeants ou exerçant des mandats publics n'auront pas la possibilité d'avoir une double nationalité. Et nous avons des fonctions très précises. Donc, le président de la République, les membres du gouvernement, les présidents des chambres consulaires et les membres de l'Assemblée nationale ne pouvant pas avoir une double nationalité. Il faudra être exclusivement camerounais. Maintenant, le maire qui gère des problèmes de développement local, si vous avez un Camerounais, je ne sais pas moi, originaire de Bafang, qui a fait ses études aux États-Unis, qui du temps de ses études avait l'habitude d'envoyer des fonds, qui a eu l'opportunité d'avoir la nationalité américaine, qui revient au Cameroun, qui travaille sur des questions de développement local, ne peut pas l'empêcher d'être le maire de sa ville natale, dans la ville dans laquelle il a contribué à l'épanouissement des populations. Mais les fonctions régaliennes seront réservées aux Camerounais possédant uniquement la nationalité camerounaise. Pour ce qui voudrait dire qu'un Camerounais né de parents, qui aurait donc deux parents, un parent français par exemple et un parent camerounais, qui serait donc né de ce fait binational, ne pourrait pas prétendre Il être... faudra lui renier sa deuxième nationalité. Ok, très bien. Ah non, c'est très bien. Et il y a quelque chose que vous avez mentionné, on l'a pas mentionné. C'est vrai que le format de ce manifeste, ça c'est remarquable. Je sais que c'est un travail qui n'est pas évident. Et c'est vrai qu'on pourrait vous accuser de populisme. Moi, quand je l'ai lu, c'était des choses, j'allais pas dire évidentes. Il y a quelque chose qu'on on va discuter, il y a des choses qui... Mais c'est vrai que c'est tellement compact. Et donc ça, c'est un vrai travail. Et on a décidé aussi d'inviter, parce qu'au-delà de la diaspora, il y a un sujet qui nous importe beaucoup, c'est l'éducation. OK. Mais avant de parler juste de l'éducation, est-ce qu'on peut parler de 6e région en ce qui concerne la diaspora? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Parce que vous nous avez parlé de 5 régions. Oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose au niveau législatif? Oui, effectivement. Bon, je ne sais pas si on l'appellera 6e région, mais en fonction du ratio de population que nous avons dans les différents pays étrangers, l'Assemblée nationale intégrera des députés pour les Camerounais de l'étranger. Ça, c'est très clair. Donc là, on accueille Yves. Yves qui est un entrepreneur aussi, un fondateur de Toutri, donc une start-up dans l'éducation. Tout à fait, c'est ça. Ouais, Toutri. Tout à fait. Merci Christian, passer la parole et merci à vous. Déjà, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vos interventions, notamment en fait sur certains aspects globaux de l'éducation. Hein. Bon, vous avez quelque part commencé en fait en entame de réponse en fait à certaines de mes questions. Alors moi, les questions que je vais poser vont uniquement être axées sur la performance OK. de l'éducation parce que il y a la réforme, vous avez entamé. Euh, le transfert des compétences et la qualité même en fait de ceux qui forment. Ok. Donc pour ça, je dirais d'abord que ok, on peut constater aujourd'hui que on est encore en deçà. Donc de budget, en termes de budget en fait d'investissement, l'UNESCO parle de 6%. On est à 3,8 aujourd'hui en 2023. Donc voilà, c'est pas encore ça. On a vu récemment les grèves des enseignants au Cameroun. On peut encore constater qu'en termes de couverture, donc dans le zone rurale, ça reste encore faible. Ok. Pour ça, d'ailleurs, hein, pour citer un peu les actions que l'État a mis en place, on peut parler en fait du PAREC, du programme PAREC en fait entre 2024 et 2025, qui visait donc à reflouer donc le taux d'enseignants avec plus de 14 500 enseignants pour la couverture, d'accord. Cette opération en fait de cartographie aussi menée par le MINSEC en 2021 pour optimiser donc la construction des écoles. Donc nous sommes encore en réalité ici sur des approches un peu structurelles, mais on voit un peu mal en fait la partie performance. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien précisé cet aspect-là. Donc il est évident que on ne peut pas en fait parler de performance si on n'a pas les données. Ouais. Cette initiative en fait est suffisante pour pouvoir faire des réformes de qualité. Vous avez dit plus tôt en fait dans les prochains chapitres que c'était très bien. Vous avez déjà pensé en fait à une régionalisation en réalité, donc Contenu d'enseignement. contenu d'enseignement, en termes donc de type donc de zone, etc. C'est tout à fait normal. Ça m'amène en fait à la première question. On doit pas de zones agricoles, forestières, etc. Et c'est très bien parce que justement c'est là où je vous en ai, mais c'est parfait. Super. Voilà, donc on va donc devoir effectivement trouver des collaborateurs adaptés pour former. Et c'est donc là aujourd'hui vous êtes dans la diaspora. Comment est-ce que vous allez donc introduire ce transfert de compétences en réalité qu'à la diaspora à travers donc ces expériences partout? On peut regarder aussi que la Chine a été un modèle clair dans ce sens-là. Sur cet aspect précis, donc comment est-ce que vous mettez en place en fait, je dirais une plateforme de transfert de compétences pour pouvoir justement venir donner de la performance en fait à cette zone-là, en fait, aux différentes zones que vous comptez donc mettre en place? Alors, nous avons conçu cela pour la question du transfert de compétences, une fois plus en passant par l'industrie, plutôt que dans une relation directe avec la diaspora.
Le principe étant, comme on a dit, que l'économie est adaptée aux richesses locales et que le système éducatif devient un appui pour cette économie-là. Et donc, il faut mettre en place des programmes de formation-emploi pour que ce soit l'industrie qui précise à la région, parce que ça va se déployer à l'échelle de la région, le type de profil d'étudiants, de techniciens dont ils ont besoin, et donc les enseignements qui doivent leur être inculqués. Et donc, en fait, c'est l'industrie qui doit participer au renforcement des compétences des enseignants par un mécanisme qui peut intégrer la diaspora. Pas que. On a des professionnels camerounais, notamment avec notre âge de la retraite à 60 ans, qui ont cumulé de l'expérience pratique pendant des années, qui rentrent à la retraite et qui ont également du savoir à continuer à diffuser. Donc, pour eux, vraiment, c'est d'avoir une plateforme qui rassure les créateurs de richesses, qui tient compte de leurs besoins, qui adapte les contenus des enseignements en fonction de leurs besoins et qui va donc doter les maîtres, les professeurs de compétences additionnelles pour qu'ils accompagnent les élèves à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Donc, on n'a pas conçu en termes d'apport de la diaspora spécifiquement. Comme je vous l'ai dit, notre apport principal, c'est peut-être limitatif, mais la diaspora peut faire plein de choses. Avec la double nationalité en Cameroun, la diaspora pourrait être maire au Cameroun. Et nous avons principalement regardé l'aspect de l'apport en termes de transfert de fonds, parce que l'État de notre pays, comme vous l'avez dit, nous sommes encore dans une situation de développement structurel, et donc les fondements sur lesquels, le levier sur lequel la diaspora peut le mieux jouer, nous pensons que c'est le financement des infrastructures au-delà de la matière grise qui existe à profusion. Ok. Si vous le dites, ça m'amène donc forcément à une autre question sous-jacente de savoir qu'ok, une fois qu'on a fait cette organisation-là, on a défini les besoins en fonction. Donc, il y a une question un peu psychosociale qui vient des parents, le devenir de leur enfant et le souhait. C'est-à-dire que, supposons, je vis dans une région, elle est forestière. Oui, mais je souhaite que mon enfant, lui, soit médecin. Et donc, je ne vais pas trop entrevoir le fait que, voilà, je dirais, le conformisme qui a été mis en place l'amène à devenir, par exemple, en fait, menuisier sous prétexte que dans la zone, on est zone forestière. Donc, et c'est un problème d'ailleurs, hein, je la parle ici avec expérience, qu'on rencontre beaucoup, à la fois dans le déni, mais aussi en fait dans la croyance même de la valorisation des formations que nous avons, des métiers. Vous le savez très bien que nous avons effectivement, donc, les métiers ne se valent pas forcément au regard de tous. Donc, il y a donc ce vrai problème-là, en fait, qui demande en fait d'avoir une culture de formation, de sensibilisation en fait dessus, pour pouvoir montrer l'importance de chaque métier. Voilà. Comment est-ce que vous allez donc pouvoir convaincre donc ces familles, ces personnes qui se voient autrement que ce qui sera proposé dans ces zones de régionalisation? Allez, je pense que c'est important que j'ajuste mon propos pour qu'il ne soit pas mal perçu. Et je vais reprendre l'exemple de l'entreprise. Dans une entreprise, vous avez des fonctions opérationnelles, vous avez des fonctions support. Les fonctions support ont le mérite d'être transversales et donc de toucher à tous les types d'opérations. C'est exactement la même logique. Donc, quand on parle d'un système éducatif régionalisé, on parle des secteurs de l'économie productive. Mais ces secteurs auront des besoins support en termes, vous avez parlé de la santé, des besoins support en termes d'infrastructures, des besoins support en termes d'éducation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir à l'échelle de chaque département, au mieux du possible, des écoles de formation des fonctionnaires de la République, c'est-à-dire les fonctionnaires qui accompagnent le quotidien des Camerounais. Et donc, principalement, la santé, les questions de défense, parce que peut-être que on en parlera également, de pouvoir décentraliser la défense à l'échelle des régions. Et donc, l'enfant qui a grandi dans une région de manière spécifique, il a plusieurs options. Il ne s'agit pas de dire que parce que c'est l'huile de palme qui pousse en manco, et donc l'enfant qui a grandi en manco ne peut devenir que cultivateur d'huile de palme. Non, ce sera de dire si les familles n'ont pas suffisamment de moyens et n'ont pas la possibilité de prendre des études universitaires à leur enfant, que l'État se soit assuré qu'à 18 ans, Camerounais ait toutes les compétences pour pouvoir gagner dignement sa vie. S'il a le rêve de devenir médecin, pilote, architecte, les écoles existent, on ne va pas les fermer. Le CUS et toutes les facultés de médecine du Cameroun sont toujours opérationnelles et ils auront la possibilité d'aller vers ces métiers-là. Mais nous venons répondre à un problème particulier qui est celui du chômage ou plutôt du sous-emploi. Parce que le sous-emploi est encore beaucoup plus criard que le taux de chômage. Et donc, nous avons des enfants qui aient des compétences qui soient rapidement utilisées par le marché de l'emploi. C'est en marin le besoin ou la vocation d'un enfant de devenir médecin ou astronaute. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs que dans toutes les zones, on aura forcément besoin. Alors, ça m'amène à effectivement peut-être ma dernière question, mais avant de la poser, il est important que je mette le contexte. Ça marche. OK. Alors, le contexte, pourquoi? Parce que on a tout à fait compris que voilà, l'État ne peut pas tout financer, il faut prioriser. D'accord? Et cela passe effectivement par des partenariats public-privé. OK? L'État a fait déjà effectivement des réformes à ce niveau-là.
ils ont commencé effectivement le partenariat de privé avec les écoles, donc notamment la privatisation de beaucoup d'écoles que vous connaissez, les IPES, etc., au Cameroun, donc pour les formations supérieures et autres. Donc, beaucoup d'acteurs privés détiennent des écoles, ça vous le savez. Alors, le véritable défi ici réside dans la compréhension même psychosociale des environnements où vivent les apprenants en question. Je m'explique. On peut mettre toutes les formations qu'on veut en place, mais il faut en fait aussi que les personnes qui vont suivre ces formations-là aient la disponibilité à pouvoir assimiler la formation. Et ça va dépendre effectivement donc, de comment est-ce qu'on a créé l'environnement favorable à l'assimilation. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et pour ça, il y a donc une partie dont des acteurs privés, donc un peu comme nous, voilà, les EDTech, comme on les appelle, qui viennent avec donc des apports numériques, des technologies, hein, un savoir-faire en termes de contenu, en termes effectivement de diagnostic des problématiques, en termes d'orientation, d'accord, qui peinent justement donc à pouvoir en fait apporter leur offre à la population qui est la première cible, mais aussi à la forme de l'État, parce qu'en réalité, l'État, après avoir fini la partie construction, c'est-à-dire que mettre les bâtiments, il y a un problème, c'est que bah, il faut répondre en fait aux problématiques, même qui c'est une partie qui ne se voit pas, la partie psychologique finalement de l'éducation. Et ces acteurs-là, en fait, apportent une offre. Donc, du coup, ici, et ça pourra résoudre d'ailleurs, en fait, plus de 50% en fait, des faiblesses que rencontre donc, la structure éducative que nous avons. Donc, je peux parler d'acteurs médico-sociaux, donc, qui manquent à ce niveau-là. Comment donc vous prévoyez donc la mise en place de ce partenariat public-privé avec surtout les acteurs de l'État qui vont venir renforcer finalement donc, les réformes à ce niveau-là, mais surtout, étant donné que, et pas que en Afrique, et pas que chez nous, ils peinent encore à trouver donc du coup une viabilité dans leur modèle économique même de fonctionnement, ce qui fait que finalement, leur offre du mal à pouvoir entrer. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous avez donc... Je vois la difficulté dans l'architecture même de notre développement local. Et je Oui. pense que ça trouve une partie de la réponse, en tout cas dans la forme de l'État que nous avons. Actuellement, vous devez négocier votre capacité à apporter une réponse avec l'État central. Et donc, tout est concentré au niveau de Yaoundé. Ce que nous disons, c'est que nous dotons les mairies de tous les outils, y compris les ressources financières, qui leur permettent de prendre des décisions pour le cas du développement local. Et donc, les acteurs d'appui à l'éducation et à la santé viennent discuter directement avec le maire, qui est totalement responsable et qui connaît mieux la psychologie de sa communauté locale, qui est totalement responsable de prendre les décisions qui permettent aux acteurs d'appui d'entrer en jeu et de pouvoir accompagner les populations en termes d'éducation de santé. Voilà personnellement comment est-ce que nous voyons la chose. Je ne sais pas si ça répond suffisamment bien à la question. Oui, c'est-à-dire que le partenariat public-privé va donc se jouer dans un cadre légal qui, bien évidemment, est structuré par l'État central, Bien sûr. qui est mis en œuvre par le maire, et exactement, même pour les infrastructures ou les logements sociaux, le maire devient donc un chef de projet, un chef d'entreprise, Décisionnaire. qui a la capacité d'aller chercher les partenariats dont il a besoin pour satisfaire aux besoins de ses populations locales. Donc, tout besoin d'aller se griller les neurones à Yaoundé, si le projet d'être mis en œuvre à Bafia, vous allez voir le maire de Bafia, il a une idée très claire de la répartition de sa population, des besoins locaux, et donc peut lui-même décider de quel type d'acteur il souhaite avoir à ses côtés pour trouver des solutions aux problématiques locales. Et pour faire donc un pont entre l'éducation et la santé, dans votre programme, vous parlez d'un statut spécial pour les enseignants et les médecins. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur ce statut spécial-là que vous... Oui, ça aussi, ça fait griser les dents parce qu'il y a des pans de métiers qui estiment qu'ils sont un peu lésés. Euh, pour bâtir une république forte, un État fort, vous avez besoin d'une chose, des personnes bien formées, des personnes en santé. Je pense que le reste se discute, mais ça au moins, c'est une nécessité pour tous. Et donc, nous estimons qu'au même titre que les magistrats et les militaires au Cameroun ont bénéficié d'un statut spécial, il faudra que ces corps de métier qui participent à la construction des hommes qui eux-mêmes vont bâtir le développement de notre nation aient également une considération spéciale. Et donc, ça touche à deux ou trois aspects fondamentaux, hein. La question des salaires. Je pense qu'on le sait un peu tous, même si on est né à cette période-là. Il y a eu pour les fonctionnaires une coupe. Pratiquement, les salaires ont été divisés par deux au début des années 90. Il n'y a jamais eu de revalorisation. Enfin, elles ont été très faibles dans la foulée. Donc, le statut spécial, le premier aspect, c'est les salaires. Le deuxième aspect, c'est la gestion des carrières. Et là, il y a un élément peut-être qui est rattaché un peu à la question de l'éducation. J'en ai très peu parlé sur le fait justement des enseignants qu'on ne retrouve pas répartis de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai vu le Canada qui a adopté une mesure et je pense que le Cameroun doit aller dans le même sens. On parle beaucoup d'équilibre régional au moment des concours, mais qui en fait a mis en œuvre des mesures de facilitation pour que les enseignants et les médecins s'installent dans les zones routières.
on leur donne un salaire un peu plus avantageux, on les dote d'un logement, on met en place une facilitation pour qu'il y ait un intérêt et que quelqu'un qui soit affecté localement ne le conçoive plus comme une punition, mais vraiment aille dans un cadre qui lui permet de travailler de manière optimale. Donc voilà un peu comment est-ce que nous concevons cela. Et quand nous lisions donc les 12 clés pour libérer le Cameroun, il y a une clé qui a personnellement fait grincer mon co-présentateur ici. C'était celle sur les terres. Oui, le foncier. Les 2 hectares que On va faire comment? Je suis 2 hectares. Ouais, je vais expliquer. Je suis même un chef d'entreprise et je peux vous dire que c'est la principale critique que j'ai reçue. Mais j'essaie d'expliquer, ça va être difficile, mais je pense qu'on va y arriver. De notre point de vue, nous évoluons dans un imaginaire qui a été pensé par les autres, avec des règles économiques qui ont été pensées par les autres et on essaie de courir derrière. Dans la pensée africaine, la terre n'est pas la possession de quelqu'un. La terre est un héritage que l'on reçoit, on lui apporte une valeur ajoutée, ensuite on le transmet. Il ne devient pas une possession individuelle. Dans les empires africains, on s'assurait de s'assurer que chacun des membres de la communauté avait un lopin de terre qui lui permettait soit de cultiver, soit de s'établir quand il avait atteint l'âge adulte, mais en tout cas, de pouvoir avoir une activité économique génératrice, entre guillemets, de revenus. Ce n'était pas forcément la monnaie à l'époque, mais en tout cas génératrice de revenus. Et dans notre tension, comme nous allons vers un nouveau monde, toutes les nations se questionnent sur comment est-ce qu'elles doivent redéfinir leur rapport avec l'environnement, leur rapport avec la terre, leur rapport avec les autres communautés, et que l'Afrique, autant elle a été il y a très longtemps, je pense, la terre du développement durable. On a suivi des autres vers un développement industriel très fort, émissions à gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, non, il faut revenir vers un développement durable. Autant je pense que dans le rapport à la terre et à l'eau également, nous devons avoir une autre approche. Notre principe est le suivant. On a besoin d'un minimum de terre pour avoir un domicile et pour avoir une exploitation agricole minimum qui permet de satisfaire aux besoins de la famille. Ça donne droit à avoir un titre foncier, comme on a dit, une capacité maximale de 2 hectares. On a le droit de jouir de la terre éternellement à profusion et sans limite. Et donc, pour un opérateur économique qui a besoin de développer un projet industriel ou agricole, il y aura, en fonction de la localisation de cette terre-là, un contrat de mise à disposition ou d'exploitation de cette terre, soit avec l'État central, si c'est une terre qui appartient à la nation, soit avec les communautés locales. Bon, vous voulez 100 hectares pour faire des plantations d'arachide parce que derrière, il y a une industrie qui a besoin de cette matière première-là. Vous signez un contrat avec la communauté locale qui vous met à disposition cette terre-là pendant 20, 30 ans. Vous l'exploitez et après, la terre revient à la communauté. En fait, moi, il y a peut-être une chose que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en même temps, on mélange tradition. Ensuite, on veut justement légaliser en mettant justement, limitant les terres. Alors, on est dans la tradition. On limite la capacité de possession individuelle. On n'augmente pas la capacité d'accès à la terre. C'est très important. Mais c'est ce que je comprends pas, même cette notion de possession. Moi, je suis chef de famille. Oui. C'est pas parce que je suis chef de famille que la terre m'appartient. Je suis responsable de cette terre. La terre, c'est la concession familiale. Exactement. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'un membre de ma famille ait les 2 hectares? Comment ça se passe concrètement? Non, c'est la possession individuelle. Vous êtes chef de famille. Je ne sais pas si vous parlez de vos enfants ou de vos frères et sœurs. Non, quand je dis je suis chef de la famille, donc donc je suis le responsable de la concession familiale. Et plus de 2 hectares, on fait comment? Non, chacun des membres de la famille a la possibilité d'avoir 2 hectares à son nom. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais est-ce que la terre appartient à la famille? C'est là où on dit, d'une manière traditionnelle, je suis chef de la famille, la concession Oui, appartient à toute la famille. oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'à chaque fois 2 hectares par personne. Comment vous voyez les choses? Oui, donc vous êtes une chef de famille, vous avez un nombre de personnes qui appartiennent à cette famille-là, ils sont 50. On attribue 2 hectares à chacun, vous faites un lotissement global qui certifie que les 200 hectares sont attribués à la famille X. Où est le traditionnaliste ici? Dans quel sens? Pour moi, justement, le traditionnaliste, c'est celui qui s'assure de l'équité foncière pour tous. Il faut qu'on fasse attention. Le prochain conflit qu'on va avoir au Cameroun va être un conflit foncier. J'imagine. Là, ce que vous me dites là, c'est des trucs, c'est des vrais problèmes. Nous anticipons sur cette question. Nous anticipons cette question-là. J'ai beaucoup de reproches à faire à mon ami Elie Loubet, qui, je pense, n'a pas souvent la bonne approche dans le discours pour poser un problème, mais qui est un problème de fond auquel il faut faire attention, surtout dans les grandes villes.
Et même dans nos villes plus rurales, qui aujourd'hui reçoivent la flux. Chez moi, par exemple, dans mon village, on exploite le bois. Et cette exploitation-là qui se fait à outrance sans justement contrôle, finit par vous faire perdre, entre guillemets, nos terres. Douala est une ville cosmopolite qui a accueilli toute la population du Cameroun. Mais pour certains, c'est leur village. C'est-à-dire qu'en dehors de Douala, ils n'ont rien d'autre. C'est une réalité. Et donc, quand on arrive dans ces villes-là, et qu'on libéralise totalement sans contrôle, parce qu'il faut protéger également les minorités, sans contrôle la vente de la terre, nous nous dirigeons vers une situation où des individus vont finir par posséder des villes. Alors que des familles qui sont là depuis des générations, comme vous dites, n'auront pratiquement plus rien à transmettre. Et c'est là pour moi que la tradition intervient. La tradition doit être le levier qui s'assure de maintenir un minimum d'équité dans tous les domaines et dans ce cas particulier, dans le cas foncier. Vous voulez faire plus investir, vous avez le droit d'avoir accès à la terre, mais on n'aura pas, en tout cas dans notre conception de la République du Cameroun, un Camerounais qui tout seul a des titres fonciers pour 10 000 ou 20 000 hectares. Ça ne fait absolument pas de sens dans notre idée de comment est-ce que la nation camerounaise doit se projeter. Ce n'est pas tuer l'entrepreneur. N'arrive à fabriquer une SCI, c'est ça? Donc, Tu es l'entrepreneur, mais c'est de dire que en bout de ligne, nous allons construire un État fort, durable, puissant et conquérant, parce que nous aurons des entrepreneurs sans doute qui auront développé de la richesse qui permet de créer de l'emploi, mais parce qu'eux aussi, ils vont donner leur part de contribution à la consolidation de cet idéal collectif-là. Et donc, pour cela, il ne faut pas que l'on laisse certains et qu'on ait une vision ultra-capitaliste qui tienne à dire que, ben, écoutez, celui qui a des fonds, il accumule la terre et puis tant pis pour les autres. C'est peut-être ça ne se voit pas encore tout de suite, mais je peux vous assurer que dans 20 ans, la question sera beaucoup plus grave et peut-être que ceux qui nous succéderont dans le champ politique viendront avec des mesures encore plus radicales que les nôtres. ok, on va laisser parce que cette question, je vais pouvoir discuter pendant longtemps là. Et oui, parce que étant Bamileke, il y a des problèmes de famille très importants où certains veulent couper les terres, donc couper la concession familiale, alors que traditionnellement, il y a les ancêtres communs qui sont sur ces terres, et donc ça pose vraiment beaucoup de problèmes. C'est des petits... Vous voyez justement que dans notre logique, il leur deviendra compliqué, tellement la terre appartenant à la communauté, de vendre les terres familiales. Donc il ne faudra pas couper les terres. Non, ils ne pourront pas les vendre. Chacun pourra vendre. J'ai un gros lopin de terre, quelqu'un pourra vendre un trou ici. Il a ses 2 hectares, même s'il Il y a vraiment deux choses. Comme il dit, Bon. les terres appartiennent à la communauté. Ok. Il faut qu'on soit d'accord. Les terres appartiennent à la communauté et il y a une intelligence de gestion entre le maire, qui est le représentant de l'administration, et puis l'autorité traditionnelle qui encadre, qui encadre les familles. J'ai compris. Et donc, la terre est la possession de la communauté. La communauté décide, par un mécanisme, ce qui pourra être un vote ou de commun accord, de mettre à disposition ces terres-là à un membre de la famille ou à quelqu'un d'autre qui veut développer un projet économique. Mais la terre demeure la propriété de la communauté. Ça marche. Et donc, un Camerounais X qui veut s'établir ailleurs, qui veut aller en Grande Guéré, peut y aller. Il peut, d'un point de vue personnel, acheter 2 hectares de terre à son nom personnel. On va les lui donner, il va avoir son titre foncier. Mais s'il veut faire une exploitation plus importante, il discutera avec les populations locales de Ngandri qui lui mettront à disposition 30 hectares pour son projet économique. Voilà. Mais la terre demeure la possession de la communauté. Il a compris, mais j'espère que les auditeurs en face comprendront parce que je pense que c'est l'une des questions qui fait. Ça va dessus. Bâtir un nouveau monde, bâtir un nouveau monde n'est pas toujours aisé. Nous héritons de 500 ans d'esclavage, 50 années de colonisation, 60 ans de néocolonialisme. Ça a complètement changé notre conception et notre rapport au monde et à l'humanité. Nous ne voulons faire pas un bond en arrière, mais un bond vers le futur. Et ça va demander beaucoup de pédagogie. Mais nous allons faire l'effort pour expliquer de manière détaillée pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'aller dans cette direction.